Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous pour ce grand moment de l'inauguration donc de cette maison de l'économie sociale et solidaire à Marseille. On va en parler au long de cette soirée. Merci aux 350 personnes qui sont chez elles ou dans leur bureau et qui donc vont assister à cette réunion. Et merci à la centaine de personnes présentes place Félix Barré à Marseille, au siège donc de cette maison qui va accueillir les forces vives et qui les accueille déjà de tout ce qui concerne dans ce territoire le monde de l'économie sociale et solidaire. Nous allons en parler dans un instant. Je m'appelle Yves Blisson, je vais avoir le plaisir d'animer cette réunion. Je vais proposer aux autres intervenants d'enlever le masque puisque jusqu'au dernier moment, nous avons conservé, bien entendu, les mesures sanitaires. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Olivia Grégoire, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance. Un point très important en ce moment. Vous êtes chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, c'est aussi un terme qui reviendra certainement dans nos propos. Sur ce premier plateau, il y en aura 3 dans cette soirée. Monsieur Denis Philippe, le président de la CRES, la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes aussi trésorier de ESS France. Monsieur Hugues Vidor est à mes côtés, il est président de l'UDES et il représente donc l'ensemble des salariés de ce monde de l'économie sociale et solidaire, puisque l'UDES, c'est l'union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Et puis Madame Claire Toury, présidente du mouvement associatif, est avec nous. Je disais que vous représentiez les salariés, c'est bien sûr les employeurs, mais on va parler avec vous de ce nouveau monde du travail qui arrive et justement des relations qui doivent exister entre les employeurs et les salariés, notamment au sortir de cette crise. Alors Madame Grégoire, merci d'être avec nous et puis d'être avec nous à Marseille aussi, une ville que vous aimez beaucoup. Vous êtes venue de nombreuses fois ces derniers mois. Vous êtes aussi ici parce que demain, il y aura le train de la relance. Donc l'État va annoncer un certain nombre de mesures en matière de relance. La région l'a fait il y a 2 jours. C'est dans votre délégation, en tout cas la délégation du ministre auquel vous êtes rattaché. Peut-être un petit mot avant de lancer justement le débat sur ce qui nous amène aujourd'hui, cette inauguration. On en est où? Des dispositifs, comme l'on dit en général, se sont arrêtés, d'autres vont prendre le relais. On parle plus et on est plus optimiste d'une relance maintenant. Quels en sont les grands axes et peut-être dans le monde de l'économie sociale et solidaire? Ça n'est donc pas maintenant que je spécifierai l'immense joie qui est la mienne d'être ici à Marseille, mais je peux quand même pas m'empêcher en introduction de vous le dire. J'avais promis il y a quelques mois, lorsque je suis venu au mois de février dernier, que je reviendrais à Marseille contre vents et marées, et peu importe la maternité qui est la mienne possiblement, enfin même très possiblement. Et je suis très contente parce que je crois très important, et il y a un certain nombre de parlementaires à nos côtés. Les femmes et les hommes politiques doivent tenir leur parole. Et j'avais à cœur de tenir la mienne. Aujourd'hui, on va parler de ESS. Demain, je parlerai de relance. Oui, avec Bruno Le Maire, on travaille ardemment à Bercy pour déployer le plan de relance ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les Bouches-du-Rhône en particulier. L'ensemble des dispositifs de financement du plan de relance sont encore ouverts. Certains appels à projets commencent à s'éteindre. Vous redire qu'il y a au cœur du plan de relance plus d'1 milliard d'euros, 1,3 milliard d'euros, spécifiquement fléchés, comme on dit, dédiés aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pas moins de 16 appels à projets qui concernent ce qu'on aime dans l'économie sociale et solidaire, et donc qui sont très divers, aussi bien pour monter une ressourcerie, une recyclerie, aussi bien quand on est une coopérative agricole pour moderniser sa chaîne de production, mettre à niveau sa chaîne d'emballage par exemple, ou encore créer un tiers-lieu, et je sais qu'il y en a ici, et de fabuleusement beaux, j'ai l'épopée en tête par exemple, 45 millions d'euros pour les tiers-lieux. Vous avez aussi des lignes, et Hugues Vidor, que je remercie de son engagement pérenne et permanent au service de l'emploi, nous aide aussi à déployer ce qu'on appelle les parcours emploi compétences, qui sont des contrats non pas tellement aidés, même s'ils sont largement pris en charge par la puissance publique, mais qui sont gagnants-gagnants et que nous avons adaptés. Je remercie Claire Toury, que vous entendrez dans 2 minutes. Le mouvement associatif nous a beaucoup aidés. Nous les avons adaptés avec Elisabeth Borne pour que, par exemple, un bénévole dans une association puisse former un parcours emploi-compétences qui est éloigné de l'emploi,
tout en ayant un soutien important financier de l'État, jusqu'à 81% de prise en charge par l'État pour ces emplois dans les quartiers prioritaires de la ville. Je suis intarissable sur le plan de relance en général et l'ESS en particulier, donc je n'irai pas plus loin. Pour ceux et celles, et j'espère que vous êtes nombreux, et on est quand même dans l'une des premières régions d'économie sociale et solidaire de France, qui veulent encore candidater, allez voir économie.gouv.fr, tapez ESS dans le moteur de recherche et vous arriverez sur l'ensemble des appels à projets qui sont encore ouverts. C'est un peu comme au loto, si vous me permettez. Il y a ceux qui ne tentent pas leur chance, qui ne sont pas financés. Venez, tentez-la. Et tous les jours, de nouveaux tiers-lieux sont financés, de nouvelles ressourceries, de nouvelles recycleries. Il y a de l'argent, il est pour vous. Merci Madame Grégoire pour cette introduction. Alors on va maintenant lancer le vif du sujet, puisqu'en effet nous sommes ici pour cette inauguration avec une ambition commune. C'est ce qu'on va voir peut-être dans un premier générique pour lancer la toute première séquence. Voilà, alors cette ambition commune, vous allez nous en parler, Denis Philippe. Qu'est-ce qui a fait que dans cette région, et peut-être pour la première fois ou pour une des premières fois, eh bien l'ensemble du mouvement qui représente l'économie sociale et solidaire, les associations, les entreprises de l'ESS, se mettent ensemble dans ce beau lieu ici, mais peut-être qu'il y aura aussi des évolutions dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui a présidé en fait à ce travail en commun que vous avez réalisé, Denis Philippe ? Bon, tout d'abord, je vais dire merci. Je vais dire merci à la ministre d'être présente avec nous. J'ai cru comprendre, en vous regardant sur le terrain, Madame la ministre, que vous n'étiez pas une politique selfie, que vous étiez dans l'action. Et la preuve, vous êtes avec nous ce soir. Je voudrais également excuser le président de la région qui voulait vraiment être avec nous ce soir, mais qui fait face, qui se relève avec force de la Covid, bien qu'il ait été vacciné. Mais il nous a envoyé une représentante, et une représentante que je salue, puisque c'est une conseillère régionale avec laquelle nous travaillons depuis longtemps, donc je suis content qu'elle représente la région. Je veux également remercier les parlementaires qui sont avec nous aujourd'hui, et la députée de la circonscription qui a bien voulu se mettre à mes côtés. Saluer également, bien évidemment, Hugues Vidor qui a fait le déplacement de Paris, comme Claire Toury. Je pense que c'est important qu'on ait le mouvement associatif représenté. Il est représenté dans sa force régionale et il est représenté au niveau national. L'UDES est bien évidemment incarné au niveau régional, mais c'était bien que vous soyez également présent, Hugues, pour cette journée. Remercier également Jérôme Sadier qui n'a pas pu venir. J'ai cru comprendre qu'il avait un événement important samedi. On peut encourager les mariages, donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas là, mais il nous a envoyé un bel ambassadeur, puisqu'il a envoyé son délégué général, donc ESS France est représenté. Pourquoi la maison de l'ESS et pourquoi on a avancé sur ce projet ? D'abord, il y a 3 acteurs, je l'ai dit, le mouvement associatif, l'UDES, l'Union des syndicats d'employeurs de l'économie sociale et solidaire, et la CRES, dont la mission est de porter la question de la représentation de l'économie sociale et solidaire sur cette région, qui ont eu la volonté de travailler ensemble. Et dans une région qui est forte en matière à la fois, on va dire, de PNB dégagée par l'économie sociale et solidaire, et puis en matière d'emploi. Tout à fait, qui est forte. Cette réalité, c'est une réalité. Mais je dirais c'est une réalité papier. Il est important pour nous de faire cette démonstration maintenant. C'est pas le tout de dire qu'on est fort, qu'on présente ceci, de faire des grands discours sur l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'il est important de montrer cette réalité, de lui donner une visibilité. Donc on est sur un acte fondateur. On est, je le dirais très franchement, dans un acte symbolique aujourd'hui, d'inauguration d'une maison de l'ESS, mais qui va changer de figure, de physionomie très rapidement, puisque d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire, que sont la Mutualité française, je pense également les coopératives dans cette région, peut-être, et nous avons des discussions qui sont engagées, France Active, d'autres acteurs pourraient nous rejoindre. Et l'idée, c'est de trouver demain un immeuble où on pourrait au rez-de-chaussée mettre des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour que le public puisse voir cette réalité au quotidien, et que montant dans les étages de cette maison, vous trouveriez la réalité des composantes de l'économie sociale et solidaire. Il n'est pas dans l'ambition de cette maison que nous allons faire, parce que nous la ferons. Il n'est pas dans l'ambition que cette maison se substitue aux organisations représentatives, mais je crois que nous pouvons mutualiser
ensemble, et nous pouvons nous organiser de telle manière à être beaucoup plus efficace sur ce territoire et être un interlocuteur beaucoup plus fort au niveau de ce territoire. Avec, et on en parlera, peut-être aussi plus de visibilité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font peut-être partie de l'économie sociale et solidaire, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans vraiment le savoir, et là, cette visibilité, cette communication sera importante. Alors, Hugues Widor, vous êtes avec nous pour cette inauguration. On sait que le mouvement est évidemment très représenté et très fort sur notre territoire. Les employeurs de l'économie sociale et solidaire sont également confrontés, comme tous les employeurs, à une évolution qui a suivi cette crise Covid et qui amène à repenser le monde du travail. C'est quelque chose, évidemment, qui intéresse beaucoup l'UDES, et avoir un phare comme cette maison peut être aussi un bon démarrage pour revoir un peu ces relations aujourd'hui entre les employeurs et les salariés. Oui, tout à fait. Je voudrais d'abord remercier Denis Philippe pour son invitation et cette initiative, parce que c'est quelque chose qui est au-delà du somolique, extrêmement important, je dirais, pour toute l'économie sociale en général. Parce que notre volonté, au niveau de l'UDES, comme d'autres, et notamment le mouvement associatif ici présent, c'est de donner plus de visibilité à l'économie sociale. Et de faire que cette économie, qui est sociale et solidaire, qui a du sens, et qui répond d'ailleurs à des problématiques, et on l'a vu d'ailleurs pendant la crise. Si on n'avait pas eu l'économie sociale pendant la crise, dans le domaine du care, dans le domaine du lien social, ça aurait été absolument catastrophique. On a été un rempart contre la misère sociale. Je pense notamment à la situation des personnes âgées, à la situation des personnes handicapées. S'il n'y avait pas eu l'ensemble du secteur social et médico-social, et ça concerne le secteur mutualiste, le secteur associatif et un certain nombre de coopératives, eh bien, les hôpitaux auraient été embolisés. Et donc, on voit bien l'intérêt, le sens de l'action menée par l'ensemble des acteurs sur les territoires, et il faut arriver à donner de la visibilité. C'est notre rôle en tant que représentants au niveau régional, au niveau national. On a une vraie responsabilité. Et de ce point de vue, je voudrais dire et l'affirmer, sans aucune réserve, le soutien total de la ministre à notre égard, et qu'on a eu la chance de croiser et d'avoir avec nous, et j'espère pour longtemps, parce que elle nous a épaulés, et je dois dire, j'ai quelques chiffres par exemple pour indiquer que pendant la crise vous avez eu 83% des structures coopératives qui ont été épaulées, plus de 50% des structures coopératives associatives qui ont été épaulées, le secteur mutualiste, notamment dans sa filière hospitalière, qui a été épaulée. Je ne crois pas que sans l'aide de l'État, le secteur économie sociale aurait traversé la crise comme il l'a traversée aujourd'hui. Et alors, ce secteur économie sociale, est-ce que vous pensez que pour l'avenir, il est bon qu'il soit regroupé, comme c'est le cas donc aujourd'hui à Marseille et en région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour peut-être la première fois ? Moi, je crois beaucoup à l'idée d'un guichet unique. Je crois qu'il y a besoin d'une porte d'entrée. Je vais donner un exemple. Si on n'est pas identifié en France, on n'existe pas. Dans le cadre du plan de relance que nous citions et que Mme Grégoire rappelait, l'UDES a été invité au comité national du plan de relance comme les autres partenaires sociaux. Dans les territoires, ça dépendait. Il y a des territoires où on est visible, on est repéré, on a été invité. Il y a d'autres territoires où on n'a pas été invité, et c'est dommage. Donc le fait d'avoir une porte d'entrée nous permettra d'avoir cette lisibilité, et pour nous c'est capital. Je vais prendre un autre exemple, puisque vous avez parlé du dialogue social. Cet après-midi, on a profité, merci Denis, puisqu'on a profité de ce rendez-vous pour poser les fondations de ce qu'on appelle dans le langage UDES le RDS, c'est-à-dire l'engagement du dialogue social sur les territoires, l'engagement régional du dialogue social sur les territoires. Un ERDS. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met autour de la table l'ensemble des organisations syndicales, l'ensemble des organisations employeurs pour co-construire ensemble, pour regarder quelles sont les failles du système, pour essayer de voir si le climat social est bon ou pas. Et s'il n'est pas bon, de mettre en place de la formation, de l'écoute. C'est dans d'autres territoires ce qui se passe avec de la formation sur Aura, je vais le citer, où il y a eu plus de 250 salariés qui ont pu employeurs qui ont pu être formés, et salariés également. Donc c'est des initiatives fortes, et donc qui montrent que le dialogue social a du sens. Et pour répondre à votre question, un guichet unique, oui,
mais avec des formes de complémentarité. Le mouvement associatif a sa légitimité, l'UDES a sa légitimité en tant qu'acteur social et partenaire social. J'étais reçu plus exactement par le Premier ministre. Madame Grégoire était très attentive, était présente et a répondu également à nos questions. Et on en a toujours, puisque vous savez, c'est pas rose partout, si je puis dire, sur le territoire de l'ESS. Et on a des besoins qui sont toujours forcément un petit peu plus grands. Et en plus, quand on a la chance d'être écouté, et puis s'il y a quelques financements devant, on espère toujours en avoir un peu plus. Et je dirais, peut-être pour terminer avant de passer à la partie que vous m'avez posée, c'est que l'ESS le vaut bien. C'est-à-dire qu'il y a nécessité de donner cette vocation. Pour finir, parce que je ne veux pas être trop long, mais de dire que nous portons une initiative en tant qu'employeur de l'ESS. Je vais juste la décrire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous allons lancer un appel des employeurs engagés. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'aujourd'hui, on demande à vérifier l'employabilité des salariés. On demande rarement à vérifier l'employabilité des employeurs. Et donc toute la question, c'est quel engagement on prend en tant qu'employeur vis-à-vis des salariés. Et pour nous, c'est mettre en valeur l'ADN de l'économie sociale. Et au-delà de simplement l'afficher, c'est aussi pouvoir le mesurer. Avec un slogan, je vous le livre quand même, être employeur nous oblige, être employeur de l'ESS nous engage. Parfait, raison d'être donc que vous venez d'indiquer. Et je passe tout de suite la parole à Claire Toury, parce que quand on parle de mouvement associatif, c'est pour beaucoup d'entre nous un mot un peu générique, une expression, le mouvement associatif, mais c'est aussi donc une organisation extrêmement précise que vous représentez, dont vous êtes la jeune présidente. Donc je vous laisse nous parler du mouvement associatif, et puis nous dire aussi pourquoi, sur un plan national, vous êtes contente d'être avec nous et ce projet vous tenez à cœur aussi. Alors, je vous remercie. Je voudrais d'abord aussi remercier Madame la ministre d'être présente, et puis Denis Philippe de m'avoir invité, de nous avoir invités. C'est très, très, très important pour nous d'être là. Enfin, je sais qu'il y a une coopération très forte sur le territoire entre le mouvement associatif PACA, la CRES, l'UDES, et je trouve que c'est vraiment important de le rappeler, de le valoriser. Donc, voilà. Je le disais en aparté, on ne refuse pas une invitation à Marseille, mais on ne refuse pas une invitation à Marseille en si bonne compagnie. Donc, je vous remercie pour cette invitation. Alors, le monde associatif, déjà, c'est un monde très vaste, effectivement. Le monde associatif, c'est 1,5 million d'associations, donc c'est considérable. C'est des associations de taille très diverses, de thématiques très diverses. Il y a des petites associations, je dis ça sans jugement, sans condescendance, mais avec 5-6 bénévoles. Et puis, il y a des structures associatives d'ampleur, la Croix-Rouge, la Ligue de l'enseignement, l'UCPA, je ne vais pas toutes les citer, il y en a beaucoup. Donc voilà, c'est un monde qui est complexe, avec des réalités très diverses. Et à un moment, le monde associatif s'est dit que ce serait intéressant de se doter d'une organisation qui serait non pas chargée de représenter les secteurs et les spécificités des secteurs, mais de représenter et de porter les spécificités du monde associatif et la diversité du monde associatif. C'est à ce moment-là que s'est créé le mouvement associatif, il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Et donc, on œuvre autant que faire se peut pour faire valoir les valeurs, la force du modèle associatif. Et donc, aujourd'hui, on fédère environ une association sur 2. Et le fait d'être donc présente avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est cette idée de cette maison commune, c'est quelque chose auquel vous avez adhéré rapidement ? Oui, alors nous, je sais que Yannick Gallien, le président du mouvement associatif PACA, expliquera l'historique bien mieux que moi, puisque j'ai pris la présidence du mouvement associatif assez récemment, mais on en parlait aussi un petit peu plus tôt. L'ESS, c'est du pragmatisme surtout, il me semble, et c'est des actions, il faut être concret, et je trouve que cette maison de l'ESS, c'est la démonstration concrète de la coopération et de la force de la coopération. Et rassembler en un même lieu des structures comme la CRES, comme l'UDES, et peut-être dans quelques temps la mutualité, les SCOP, etc., c'est démontrer de façon très pratique que quand on est ensemble, on peut être plus fort, gagner en visibilité, et ça, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement important. De l'agilité, des réponses pratiques, du lien, facilité pour monter des projets, rayonner et faire que l'ESS rayonne encore plus que ce qu'elle ne le fait jusqu'ici sur le territoire. Alors vous avez cité Yannick Gallien, je vais m'approcher de lui parce que je vais lui demander d'enlever son masque et puis de nous dire un petit peu, alors avec l'esprit du pionnier, Yannick, comment cette histoire a commencé. Tout à l'heure, vous reviendrez nous parler des aspects concrets, de la façon dont des choses vont se dérouler ici, mais peut-être sur l'idée qui a prévalu à ce projet et sur cet esprit des tout pionniers.
Bien. Alors on va vous demander de vous lever pour Oui, très bien. filmer dans l'axe de la caméra. Alors, Complètement en direct et vous regardez bien. et je fais tout ça spontanément. Très bien, merci. Écoutez, moi j'aime bien raconter des histoires, mais des histoires sérieuses. Je vais vous raconter l'histoire de la création de cette maison de l'économie sociale et solidaire en peu de mots. Un jour, Denis Philippe, que je ne représente pas, me rencontre dans le couloir de cet établissement. On me dit, mais qu'est-ce que tu penserais de la création d'une maison de l'économie sociale et solidaire ? Je lui ai dit, banco, je réfléchirai plus tard. Ceci dit, je ne suis pas seul. Parce que dans le mouvement associatif, vous savez quand même, nous avons des instances de décision. Si je laissais penser avoir décidé tout seul, je me ferais mal voir et je pense que ce ne serait pas une bonne présentation de notre démarche. Donc, petit à petit, nous avons construit l'idée en comité de direction, en bureau, en conseil d'administration et nous avons imaginé qu'il était intéressant qu'effectivement, le mouvement associatif, ses différentes composantes, puissent s'intégrer dans ce concept de maison d'économie sociale et solidaire. Et ce n'était pas une nouveauté non plus, parce que ça faisait plusieurs années quand même que notre mouvement associatif était fortement intégré dans la démarche de l'économie sociale et solidaire et de la CRES, et que nous étions déjà fortement présents dans les instances dirigeantes. Donc voilà, en raccourci l'histoire. Ensuite, elle s'est construite, mais elle prouve au moins une chose, c'est que dans la vie, il vaut mieux se rencontrer, se parler, échanger, plutôt que de rester sur des postulats et avoir des projets qui se concrétisent à travers des envois de mails ou autre chose. Donc moi, je dis merci à ceux qui ont eu l'idée. Nous l'avons construite avec eux et maintenant, j'ose espérer qu'elle est en train d'aboutir. D'ailleurs, elle aboutit et elle continuera de vivre. Et puis aussi, je suis obligé de rajouter quelque chose. Quand même, l'intérêt d'un certain nombre de parlementaires, que je ne vais pas citer parce que si je commence et que j'en oublie, ce sera mal vu, mais qui ont marqué tout l'intérêt qui était le leur. Et encore hier, d'ailleurs, dans le cadre d'un séminaire du mouvement associatif que nous avons décentralisé au pied de la Sainte-Victoire, et où nous avons reçu la parlementaire d'Aix-en-Provence en tant que mouvement associatif, et nous avons été un peu la rampe de lancement de cette journée. Voilà. Merci. Claire Toury, avec des ambassadeurs en région comme Yannick Gallien, je pense que votre mouvement peut avoir de grandes ambitions. Je voudrais juste rajouter quelque chose parce que j'ai le micro, donc j'en profite. Le mouvement associatif, je dis ça devant vous, mais aussi devant celles et ceux qui nous regardent, le mouvement associatif a lancé avec Exopé et avec le soutien du gouvernement une campagne il y a une dizaine de jours maintenant, Mon association, je l'adore, j'y adhère. Ça fait écho à ce qu'on disait juste avant, parce que cette campagne, elle a pour objectif de répondre de façon encore une fois très concrète à un besoin exprimé par les associations qui se sont manifestés et nous ont fait part de leur inquiétude de ne pas revoir leurs adhérents, leurs bénévoles en cette rentrée. Donc on a essayé d'y répondre de façon très concrète grâce à une campagne de communication. Donc voilà, encore une fois, je remercie le gouvernement pour son soutien parce que sans vous, on n'aurait pas pu financièrement le faire, il faut quand même le dire. Et on a voulu profiter de cette campagne pour rappeler que les associations, elles sont partout. Alors, les associations, les structures de l'économie sociale et solidaire aussi, mais je vais parler des associations. Elles sont partout. Vous avez un site internet asso-j'adore-j'adhère.com sur lequel vous trouvez des chiffres clés. Par exemple, plus de 2000 festivals chaque année sont sous statut associatif, 50% des crèches en France sont sous statut associatif, 3/4 des EHPAD en France sont sous statut associatif. Donc voilà, les associations répondent à des besoins très concrets sur les territoires et donc retournez dans vos associations, nous avons besoin de vous. Merci madame, merci monsieur. Alors on va faire ce qu'on appelle un petit changement de plateau pour pouvoir passer à la deuxième séquence qui va nous permettre de voir ce qui va se passer ici. Une maison de l'ESS, pourquoi faire ? Ça sera le thème de notre deuxième table ronde. Merci. Alors on va maintenant rentrer dans le concret. Cette maison de l'ESS, pourquoi faire ? Denis Philippe a commencé déjà à nous en parler tout à l'heure. On va vous laisser intervenir et puis on demandera son avis à Madame la Ministre qui a certainement des idées pour peut-être rajouter encore des plans à ce que vous allez faire parce qu'on a évoqué la formation, la communication, les échanges. Ça va démarrer comment, Denis Philippe ? Ou ça a peut-être déjà démarré comment ? La maison de l'ESS, je dirais, elle a une réalité ici, dans ces locaux. Vous y trouvez le mouvement associatif qui est actif.
organisés et qui travaillent. Vous trouvez l'UDES, vous trouvez la CRES, et chacun est dans son rôle et dans ses actions. Et demain, d'autres structures, je le disais, nous rejoindront et nous ferons cette belle maison, mais nous allons la faire à Marseille, c'est certain. On ne peut pas ne pas la faire. On est engagé, on a pris des engagements. Maintenant, on est obligé de répondre à ces engagements que nous avons lancés. Ça sera une force, je l'ai dit tout à l'heure, de visibilité, c'est une force également politique, parce que nous devons compter, nous devons peser, et je suis certain que chaque organisation, cette maison sera de nature à renforcer le rôle de chacune des organisations qui la composeront. Mais après, ça nous permettra d'avoir des temps où on se mettra autour de la table et on est en capacité, quand on se connaît, quand on se côtoie, d'aborder peut-être et d'appréhender les choses différemment, et ça nous permettra également, ensemble, sur ce qui fait notre réalité, ce qui fait chapeau commun, l'économie sociale et solidaire, de déterminer la stratégie, la façon dont nous souhaitons porter le sujet économie sociale et solidaire au niveau de cette région, et la façon dont nous voulons compter, peser politiquement. Alors Yannick Gallien, on va être encore plus concret. On sait qu'on a des problématiques aujourd'hui de formation parce que le monde évolue, parce que les activités évoluent, et puis parce qu'on va le dire, le monde associatif ou le monde coopératif, c'est pas forcément non plus le plus simple dans son fonctionnement quand on veut créer une assoce, quand on veut la développer, quand on veut avoir un certain nombre de contacts. C'est bien utile d'avoir une maison où on va se retrouver, se rencontrer, et puis même si beaucoup de gens aujourd'hui sont en visio, comme on dit avec nous, c'est aussi la rencontre humaine et le fait d'être ensemble au même endroit. Alors oui, le monde associatif n'est pas simple. Il est même extrêmement compliqué étant donné sa diversité. Toute la démarche, c'est d'arriver à fédérer à partir d'un dénominateur commun minimum et peut-être à travers l'action, qui d'ailleurs peut révéler l'état d'esprit, plutôt que d'inverser et de partir sur des logiques philosophiques dans lesquelles parfois on peut se perdre, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas exister. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne voudrais pas qu'on croie que tout est parfait et que même si Madame la Ministre est ici présente, et je l'en remercie, tout n'est pas toujours facile. Et je pense que quels que soient les régimes qui se sont succédés, les associations ont rarement été satisfaites à 80%, je dirais pas 100%. Mais il y a du chemin à faire, mais c'est aussi à nous de le faire, ce chemin. Donc je pense qu'à un moment donné, quand on parle souvent de modèle économique, il faut prendre une nuance et il faut nuancer les associations qui ont un objet économique et celles qui sont plus dans le cadre d'un objet humanitaire et pour lequel il n'y a pas de logique de rentrée financière parce que vous n'allez pas demander par exemple au Resto du Cœur de faire de l'argent. Par contre, un opérateur touristique du tourisme social et solidaire a un produit à vendre qu'il peut développer dans le cadre d'une logique d'économie sociale et solidaire. Il est intéressant de le rappeler parce que ça permet aussi de se rendre compte que cette diversité ne peut pas permettre d'avoir la même vision pour chacun des adhérents du monde associatif. Mais nous y travaillons, nous y arrivons et je pense que le niveau national a fait un travail dans ce domaine relativement important depuis quelques années qui donne la lisibilité nécessaire à notre secteur. Donc Madame Grégoire, nous sommes très attentifs à ce que vous pouvez faire, à ce que vous pouvez dire. Les associations sont une composante non négligeable du monde de l'économie sociale et solidaire. Elles ont certes une spécificité, mais on sait que vous les avez pris en compte. Mais bien entendu, je ne vais pas vous dire que tout est parfait, sinon ce serait trop simple. Donc, on a du chemin à faire. Mais vous, comme nous, et tout le monde de toute façon, et heureusement, sinon la vie serait triste. Je vais laisser Madame Grégoire répondre sur ce point, et puis après, et maintenant, je passe. Attendez, on va laisser la ministre vous répondre sur. Je ne vais pas être trop long. Voilà, tout simplement. Hein. Oui, scène et interpellation sociale et solidaire. Moi, je me sens très libre parce que je ne refais pas le match, comme aurait dit Eugène. Je ne suis pas né et j'ai moins d'expérience et d'expertise que vous. Je ne suis pas né dans l'économie sociale et solidaire. Donc quand j'ai été nommé par le président de la République, bien évidemment, il m'a fallu travailler peut-être plus pour comprendre les spécificités de chacune des familles de l'économie sociale. Mais j'ai aussi un regard assez neuf et assez frais sur cet écosystème de l'ESS. Vous l'avez dit, Monsieur Gallien, il y a du chemin à faire des deux côtés. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'économie sociale et solidaire, elle a un peu plus de 3 siècles dans notre pays. Et j'en ai parlé souvent avec Jérôme Sadier, qui dirige ESS France et qui sait le chemin que nous avons à faire. Il n'y a pas une journée sans qu'on me demande ce que c'est. Et qui en fait partie. Et si je vous disais le nombre de journalistes, parce qu'il n'y en a pas toujours beaucoup qui s'intéressent à nous, mais on se bat tous ensemble
mettre la lumière sur l'économie sociale et solidaire, qui découvre au détour d'un plateau que le modèle mutualiste ou les fondations sont au cœur de l'économie sociale et solidaire, vous l'avez dit, c'est un peu Monsieur Jourdain. Il y a énormément, et Claire Toury l'a très bien dit avant moi, il y a énormément de structures de l'économie sociale et solidaire. Pour autant, il y a très peu de monde, très peu de gens qui savent ce que c'est. Et la réalité, elle est dure. C'est celle-ci. L'autre réalité, c'est qu'on est ici dans la maison de l'ESS. Et j'ai plusieurs caractéristiques. Je bosse et ça me semble normal. Et par ailleurs, je ne prends pas de détour ni de moufle pour dire ce que je pense. On est dans une maison. Et je pense que l'économie sociale et solidaire, ça a été longtemps et c'est encore une maison où les colocataires, grandes familles de l'économie sociale et solidaire, se connaissent très bien entre eux. Vous vous connaissez. L'UDES connaît les coopératives, le mouvement ASSO connaît les ESUS. Je ne vais pas faire le détail, mais vous connaissez. La colocation, elle marche bien. Pour autant, et Denis Philippe a bien fait de prendre cette initiative et vous de la rejoindre, il faut continuer à faire plus et à mutualiser vos forces, les opportunités, les financements, les ressources, et c'est tout le sens de cette maison. Mais si on veut se dire la vérité, et moi j'aime bien la vérité, cette maison, elle est très connue par les colocataires économie sociale et solidaire, mais elle est sacrément difficile à trouver pour ceux qui ne sont pas nés dans la maison ESS, et deux, c'est parce que je crois à l'économie sociale et solidaire que je pense qu'il faut ouvrir les fenêtres. Ouvrir les fenêtres auprès de l'économie traditionnelle. Ouvrir les fenêtres, et je sais que certains n'aiment pas que je dise cela, mais je le pense profondément, sur de nouvelles modalités de financement. La subvention, oui et 100 fois oui, mais est-ce suffisant? Je ne le pense pas. N'y a-t-il pas aujourd'hui des acteurs économiques, au-delà de la finance solidaire, qui sont désireux, parce qu'il y a une quête de sens, parce que les jeunes demandent du sens, parce que les salariés demandent du sens? Je vais présenter demain un plan mécénat de compétences. Quand vous voyez que seulement 13% des associations aujourd'hui bénéficient du mécénat d'entreprise, alors même que plus de 80% des associations, et vous le savez mieux que moi, déclarent avoir besoin de compétences. On y a travaillé en augmentant le DLA, mais ça ne suffit pas, il faut faire plus. Moi, ce que je pense, c'est qu'il est très important aussi que l'ESS s'ouvre, et vous en êtes tous des relais, donc je le dis avec beaucoup d'admiration, sincèrement, pour vous tous, au reste de l'économie aussi, et ne fonctionne pas trop en écosystème clos, ou parfois, comme il y a quelques années, entre sachants de l'ESS, il faut qu'on ouvre. Cette économie, elle fait 10% du produit intérieur brut. Je pense qu'elle peut faire 25 ou 30% dans les 20 ans qui viennent. Ici, c'est 13 000 structures. C'est plus de 160 000 salariés ici, dans la région. C'est plus de 13% de l'emploi privé. En moyenne, c'est 10-11% en France. On est ici dans une région locomotive. Et donc, Hugues Vidor le disait, c'est plus que l'inauguration d'une maison. Et c'est pour ça que j'ai pris mon petit train tout à l'heure à 14h pour être là, spécifiquement pour ce moment ce soir. C'est parce que vous symbolisez aussi quelque chose que j'appelle de mes vœux. Vous rassemblez, mutualisez vos forces, avoir une maison ici, en plein cœur de cette ville, qui va être accessible aux jeunes, qui va être accessible à des personnes qui sont salariées dans l'économie traditionnelle, qui ne connaissent pas forcément cette économie sociale et solidaire, qui vont pouvoir découvrir, apprendre, et vous rassemblez ensemble vos forces dans une maison ouverte au reste de l'économie. Et ça me semble très important. Pour ce qui est des associations, il faut quand même mesurer. Et je suis très à l'aise sur le truc. Il y a un mur d'incompréhension. C'est valable. En fait, il y a un mur de l'administration, sans aucun jugement de valeur. Les associations, dont la plupart sont quand même de petites structures, et vous le savez mieux que moi, avec peu de TP, voire pas de TP et des bénévoles, n'ont ni le temps ni la compétence parfois pour aller chercher les aides. A l'inverse, j'en prends pour mon grade, quand je suis arrivé à Bercy et que je suis allé dans les services, la solitude que j'ai ressentie quand je parlais des associations ou des ESUS, je la partage avec vous aujourd'hui. J'ai fait des pas de géant à Bercy au niveau de l'administration. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous êtes une association et que vous avez un problème, vous pouvez appeler la Direction Générale des Entreprises, voyez-vous. Ça, c'était pas le cas il y a un an. Et je pense qu'on a un énorme chemin, et vous l'avez dit, à faire chacun. Et quand je dis à faire chacun, c'est aussi l'État, mais c'est aussi
aux têtes de réseau de mieux fournir l'information, de mieux accompagner. On a ici Denis Philippe. Et pardon, mais je ne peux pas envisager d'être ici à Marseille, et je sais qu'il est assez modeste, donc il n'aime pas ça, mais sans lui tirer mon chapeau. Moi, si j'avais que des Denis Philippe, l'ESS irait super bien dans notre pays. Il y a des endroits, et comme je préfère le bon, je cite les bons. Il y a quand même des endroits dans notre pays où il n'y a rien qui a été fait pendant la crise, où il n'y a pas de VP à la région. Le président de région est sensible à l'économie sociale et solidaire. Ça fait longtemps. Et c'est lié aussi aux personnes. Mais peut-on laisser une économie qui porte dans cette région plus de 160 000 salariés dépendre de la présence ou non politique ou du goût politique d'un président de région pour l'ESS? Je crois pas. L'écosystème mérite mieux. Denis Philippe, il m'a pas attendu. Il m'a même pas appelé pour monter le fonds d'investissement ici dans la région. Il n'a pas eu besoin de moi pour faire Essor, le fonds Essor, en plus des dispositifs d'État. Et quand vous êtes une personne, et j'en termine, de l'économie sociale et solidaire ici à Marseille, ou dans les Bouches-du-Rhône, vous avez de l'info. Il y a un site web qui est nourri avec des actualités, il y a un Facebook, il y a un Twitter, il y a un... Ces moyens, on les aime pas. C'est des moyens formidables pour certaines associations qui sont très éloignées dans les territoires de s'informer. Je suis arrivé, 150 millions d'euros du Fonds de solidarité pour les associations. Alors qu'il y avait des milliards. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un problème d'information pour aller chercher et d'accès à ces financements. On s'y est tous mis, je vais vous dire. Philippe Jachan avant Claire Toury, le mouvement Asso, Frédéric Funder, l'ensemble des acteurs des têtes de réseau. On a dépassé, et c'est rare, moi je viens de la commission des finances, donc en général je ne me réjouis pas quand on dépense, plus d'un demi-milliard d'euros du Fonds de solidarité pour les associations en moins de 10 mois. Ça veut dire qu'on peut le faire, on est passé de 150 à plus de 500. On peut le faire quand on se met ensemble, quand on parle ensemble, et surtout quand on fait de vous tout sauf des acteurs à prendre en otage au plan politique. Et il n'est pas normal que dans certaines régions, il n'y ait pas de SS, il n'est pas normal, et j'ai piqué une gueulante il y a quelques mois avec Jérôme Sadier, pour que, et ça a bougé, on ne peut pas laisser l'avenir de l'ESS dans les régions dépendre du dynamisme ou non, du charisme ou non, du boulot ou non, d'un directeur de Cress. Pardon, c'est un peu politiquement incorrect ce que je dis, mais je le pense. Et il y a des régions où moi je suis arrivé, on était en novembre 2020, t'avais pas une info depuis juin 2019. Et après je prends le train et je me fais engueuler quand j'arrive à la gare par des acteurs de l'ESS qui me disent il n'y a rien. Alors qu'il y a des millions. Et c'est pas le dernier kilomètre, la logistique, le machin. C'est qu'il faut que chacun en fasse un pas, l'État vous connaisse mieux, mais aussi qu'on arrive à vous rassembler, à ouvrir cette maison pour que vous soyez plus connus. Bon, alors c'est très concret. Je vais laisser Denis Philippe reprendre ses esprits quelques instants parce que vous intervenez tout à l'heure, mais Madame Bellé n'est pas encore intervenue. Hein, donc c'est que je voulais juste dire quand même à Madame je voudrais donner la parole à Colette. Dire à Madame, je suis désolé, mais que j'ai bien compris, que vous prêchez un convaincu, que nous connaissons votre intérêt. Je voulais attirer l'attention sur la nécessité parfois de faire un chemin les uns vers les autres et que sur le modèle économique que vous évoquez, nous le pratiquons sans problème. Pardon Colette. Pardon. Parfait. Voilà, alors Colette, passez-lui le micro à Colette, Yannick, voilà, ça sera bien comme ça. Alors vous allez nous donner votre point de vue là-dessus. Et puis moi j'aimerais bien quand même, parce que c'était le but de cette table ronde, que vous nous disiez ce qui va se passer. Alors même si c'est, je sais pas, des petits déjeuners, des rencontres, mais qu'est-ce que vous allez faire ici ? Voilà, les gens sont curieux, ils veulent savoir comment ils vont pouvoir venir, comment ils vont pouvoir vous rencontrer, comment ils vont pouvoir expliquer leurs projets et sans doute travailler avec vous et contribuer à faire fonctionner, allez, j'emploie le mot, tout cet écosystème, puisque c'est un terme maintenant assez couru. Oui, on a déjà, en tout cas, commencé à ouvrir les fenêtres. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est important. Et ça fait déjà aussi pratiquement un peu plus d'un an, bientôt 2, qu'on est en train de construire et de faire des choses ensemble. Parce que je crois que de toute façon, il y a une volonté qui est forte, et cette volonté, elle est déjà en partie concrétisée, mais du coup, il faut aller bien plus loin, parce que ça, c'est important. Donc c'est vrai que de la place qui est la mienne, en tant que déléguée régionale de l'UDES, bien évidemment, nos 3 grands axes qui sont les nôtres, qui sont effectivement l'emploi, la formation, le travail et l'orientation, on siège dans les CREFOP, on a déjà une position, on est déjà posé et on travaille comment renforcer l'attractivité des métiers qui sont en tension déjà. En fait, on les connaît, ceux du médico-social.
Et puis, toute la partie qui est liée à la prévention, santé au travail, parce qu'on a vu aussi, notre président l'a évoqué tout à l'heure, notamment par rapport à la crise sanitaire. C'est vrai que là encore, on pose un certain nombre de choses. On est dans les CROCT, on participe effectivement à faire des propositions, on démarre, on a un projet, on a travaillé sur des projets sur la qualité de vie au travail. Et puis, toute une autre partie qu'on a évoquée, dont on a mis effectivement la première réunion cet après-midi de cet espace régional de dialogue social où justement on croise avec l'ensemble des organisations syndicales. Mais ça peut se faire parce que effectivement on est en lien aussi avec la CRES, avec le mouvement associatif, parce que bien évidemment ça prend une vraie réalité territoriale à partir du moment où on a les entreprises avec nous, les associations, et qu'on vient effectivement développer un certain nombre de projets. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, et on l'a déjà commencé, mais on va continuer, c'est-à-dire que effectivement, c'est des rencontres, des conférences, expliquer des dispositifs, comment on peut aller chercher les uns et les autres, et puis on arrive à faire des ponts avec le club des entrepreneurs solidaires qui a déjà été posé et qui va prendre une réalité complémentaire avec ce qu'évoquait Hugues Vidor tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est aussi des éléments de cet ordre-là. De la même façon, quand on a une association régionale qui porte toute la dimension sur la médecine du travail, on a aussi, là, à ce moment-là, l'occasion de venir en complémentarité parce qu'on peut effectivement travailler ensemble. Je crois qu'on a besoin, effectivement, d'être là. L'économie sociale et solidaire, ce n'est pas un monde à part. C'est une part du monde économique et de l'économie. Très bien. Allez, Denis Philippe, la conclusion de cette deuxième table. Je voulais réagir parce que je voudrais rassurer la ministre. On va faire une maison de l'économie sociale et solidaire. On va la faire ensemble, mais ce n'est pas pour rester entre nous. Et on va ouvrir les portes et on doit avoir des contacts avec les autres représentations économiques. Et nous les avons déjà. Organiser notre visibilité, affirmer effectivement, il y a un gros travail à faire, parce qu'on sait très bien que si on prend quelqu'un dans la rue et qu'on lui demande ce qu'est l'économie sociale et solidaire, il ne sait absolument pas ce que c'est. On a un gros travail de communication. Mais aller avec d'autres acteurs économiques, et même aller plus loin, on peut tout à fait imaginer que sur une opportunité, l'ESS, avec d'autres acteurs économiques, viennent en réponse. C'est la vision que nous avons. Nous ne voulons pas vivre repliés sur nous-mêmes, en autarcie, former ici à Marseille un village gaulois. C'est bien ouvrir les portes et les fenêtres, de telle manière qu'on soit un interlocuteur qui renforce sa crédibilité et qui vienne en réponse à des besoins, même si nous, notre façon d'appréhender l'économie est différente. Vous le savez, toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire, à l'origine, se sont créées parce qu'elles avaient repéré un besoin social et qu'elles voulaient y apporter une réponse. L'argent, pour nous, c'est pas une finalité, c'est un outil dont nous avons besoin, et nos entreprises de l'économie sociale et solidaire doivent être performantes et elles doivent avoir l'ambition de générer des excédents. Ça, nous sommes tout à fait en capacité d'aller le dire et l'expliquer dans cette région. Merci à tous les quatre pour cette deuxième table ronde. Alors c'est un peu rythmé, mais on a dit qu'on essayait de tenir sur un format d'1 heure. On essaiera d'éviter peut-être tout à l'heure un certain nombre de sigles, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent qui disent attention, c'est compliqué. Si le monde de l'ESS et le monde des sigles, c'est compliqué. C'est ça aussi, quand voilà. j'ai ouvert la fenêtre, donc c'est pas là pour moi. C'est faut tous qu'on arrête les acronymes. Il y a du boulot, à commencer par l'ESS. Il y a du boulot. Allez, générique de la partie 3. Merci Colette Bellé, merci Yannick Gallien, et on va voir deux nouveaux intervenants qui vont prendre votre place. Merci. Comment est-ce qu'on va encore mieux travailler tous ensemble? Et tous ensemble, ça veut dire avec des grands acteurs institutionnels territoriaux, puisque maintenant, aux côtés de Denis Philippe et aux côtés de Madame la Secrétaire d'État, j'ai donc Madame Anne Claudius Petit, qui représente Renaud Muselier, le président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes en charge, Madame, de la transition énergétique, de la stratégie des déchets et de la qualité de l'air. Pour une région qui se présente comme la région de la COP d'avance, c'est une responsabilité importante. Et puis, à vos côtés, Éric Semerjian, qui lui représente la mairie de Marseille,
Marseille. Il est conseiller municipal, délégué en charge de l'innovation sociale et de la coproduction de l'action publique. Peut-être un petit mot, Denis, vous voulez vous adresser à Éric. Dans mes remerciements tout à l'heure, j'ai oublié de remercier la mairie de Marseille. Et je sais que le maire de Marseille a un regard attentif sur ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai oublié de le souligner. Je suis heureux de vous accueillir. Et puis, Madame la ministre, tout à l'heure, vous avez évoqué le fonds Essor. Le fonds Essor, faut rendre à César ce qui est à César. C'est une initiative de la région avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, ce qui démontre aussi que quand on a une volonté commune et qu'on est dans la relation de l'efficacité, on peut trouver des solutions qui permettent également à nos entreprises de l'ESS, sur cette problématique que nous avons connue, d'essayer de traverser les choses dans les meilleures conditions. Alors Anne-Claude Petit, justement, je vais en profiter pour rebondir sur ces propos de Denis Philippe. Il est peu de dire que l'économie sociale et solidaire a pas forcément toujours été une des priorités de la région. On sent une forte accélération ces derniers temps. C'est Denis Philippe qui, avec son dynamisme, comme disait Madame Grégoire, vous a convaincu. Ou bien c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une région et dans un monde où il est nécessaire, et vous travaillez sur des sujets comme la biodiversité ou autre, d'avoir cette vision nouvelle du monde que peut finalement fournir l'économie sociale et solidaire. Et désormais, à la région, il y a un élu qui a ce terme d'économie sociale et solidaire dans sa délégation. Alors, très simplement, nous, dans le précédent mandat, on a été élus fin 2015. Et dès 2016, on a proposé à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire une convention triennale d'engagement que nous avons renouvelée 2019-2021. On prévoit le renouvellement. Donc, je ne peux pas parler pour la majorité précédente, mais en tout cas pour Christian Estrosi en 2016 et désormais Renaud Muselier. C'est une évidence que la CRES, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, pour éviter les acronymes, Renaud Muselier est particulièrement allergique également. Voilà, les acteurs. Voilà, mais là, on est sur la maison aujourd'hui. Tout à fait. En tout cas, pour parler de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, pour nous, c'est un acteur majeur et un partenaire majeur de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça nous paraît particulièrement important de passer cette convention et de travailler ensemble. Effectivement, Monsieur le Président, vous le disiez, au travers dans la crise, quand il s'est agi, puisque la région est en charge du développement économique et donc on a beaucoup travaillé sur l'aide aux entreprises, on a effectivement intégré les acteurs et les entreprises de l'économie sociale et solidaire au dispositif d'aide économique. Et on a effectivement, avec la Banque des Territoires et France Active notamment, monté ce fonds Essor, ce qui nous paraissait particulièrement important parce qu'effectivement, d'abord, les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont des acteurs dont on a vraiment besoin et qui ont été particulièrement sensibles à la crise. Donc, ça nous paraissait important d'avoir des outils adaptés pour répondre à leurs besoins. Très bien, on reviendra vers vous sur le futur, ce qu'on peut faire avec cette maison, comment vous allez soutenir ces actions. Mais je vais passer maintenant la parole à Éric Semerjian. Alors, Éric, on vient de l'évoquer avec Anne-Claude Petit, des responsabilités aujourd'hui qui sont fournies par la loi, qui sont des responsabilités spécifiques en matière économique pour les régions. Quelle est la place que peuvent avoir les municipalités? Quelle est la place que peut avoir aujourd'hui Marseille pour soutenir aussi l'économie sociale et solidaire? Alors... bonjour. Oui, la ville de Marseille n'a pas la compétence économique, mais dans une ville qui concentre aujourd'hui 6000 entreprises de l'économie sociale et solidaire, dans une ville qui représente aujourd'hui sur l'écosystème ESS 40% de l'économie régionale, 13 000 emplois salariés. Il est bien évident que c'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer, comme celui de l'économie traditionnelle d'ailleurs, même si j'aime pas trop faire ce distinguo entre les deux, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui des entreprises de l'économie traditionnelle qui sont sur effectivement ce changement fondamental de business model et qui sont aussi fort intéressants. Vous disiez il faut ouvrir, oui il faut ouvrir, il faut désiloter, il faut ouvrir. Donc bien sûr, la ville de Marseille se réjouit, et je le dis, vous l'avez dit, le maire de Marseille, l'équipe municipale, parce que il y a quelque chose qui se rapproche de notre ADN. Aujourd'hui, fondamentalement, nous avons à réparer dans cette ville, réparer des inégalités structurelles en matière de formation, en matière d'éducation, en matière de logement, en matière de santé, de transition écologique. Et ce secteur de l'ESS aujourd'hui, pour nous, est un secteur
particulièrement important, mais pas que. Nous n'avons pas qu'à réparer, nous avons à innover, nous avons à expérimenter, nous avons à co-construire des politiques publiques. Il faut être humble, mais il faut être ambitieux aussi, et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Donc on a besoin de nos partenaires, collectivités territoriales, régions, on a besoin de tous les acteurs, et le fait d'avoir aujourd'hui un acteur fort, identifiable, guichet unique, est pour nous une opportunité, et bien évidemment une chance pour la ville. Anne-Claude Petit, concrètement, vous pouvez faire quoi? Alors peut-être donner un coup de main à tous ces acteurs, parce que cette maison sera peut-être bientôt un peu petite, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre, voilà. Hein, donc il va peut-être falloir pousser un peu les murs ou s'installer ailleurs. Alors il y a peut-être un soutien de la région qui sera apprécié à ce niveau-là, mais plus fondamentalement, aujourd'hui, vous voulez pousser cette relation avec l'économie sociale et solidaire jusqu'où je rappelais les ambitions du président de la région sur le plan justement du développement durable, qui sont quand même des éléments fondateurs de l'économie sociale et solidaire. Hein. On est sur un peu les engagements de Rio et autres. Donc aujourd'hui, que peut faire la région de plus avec Denis Philippe, avec Yannick Gallien, avec Colette Bellé, avec toutes leurs équipes? Alors effectivement, vous avez parlé tout à l'heure des engagements de la région au travers du premier plan climat nous avons appelé une COP d'avance qui date de décembre 2017 et qu'on a renouvelé en avril 2021. Gardons une COP d'avance. Donc c'est vrai que ce sont des thématiques qui sont particulièrement chères à notre majorité régionale. Et effectivement, pour nous, à la région, il paraît évident que les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont un rôle particulier à jouer dans la transition écologique des entreprises, dans la recherche de solutions innovantes, dans les propositions, je pense par exemple à l'économie circulaire. Vous savez que j'ai, dans le précédent mandat, beaucoup travaillé sur le développement d'une économie circulaire, parce que c'est vrai que notre région est très en retard en matière de déchets, on en produit trop, on enfouit trop, enfin voilà, alors que ce sont des ressources et surtout ce sont des emplois. Et c'est vrai que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, en matière d'économie circulaire, ils proposent des solutions particulièrement innovantes, ils sont très très dynamiques et ils créent des emplois qui sont des emplois locaux et qui parfois au travers de chantiers d'insertion, mais aussi d'entreprises plus traditionnelles, je dirais. Enfin voilà, on a vraiment besoin de pouvoir compter sur ce type d'acteurs. Et pour nous, on inscrit vraiment les acteurs de l'ESS au travers de nos dispositifs d'une manière générale, comme je dirais des acteurs économiques comme les autres en fait. Et ce qui, je pense d'ailleurs, comme vous le disiez, Président, vous permet à la région de voir d'autres et de travailler avec d'autres acteurs économiques, parce que d'une manière très claire, pour nous, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, c'est presque un acteur consulaire comme d'autres. Donc voilà, ça nous semble évident et je pense qu'on va aller plus loin, notamment parce que pour la transition écologique des entreprises, vous l'avez dit, et c'est un point crucial de l'ensemble de nos entreprises sur le territoire. On a besoin d'aller plus loin, d'aller plus vite. Et vous parliez de biodiversité, effectivement, c'est un sujet qui m'est cher également, parce que vous savez que je suis présidente de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. On se rapproche beaucoup, et les entreprises parfois aussi se rapprochent de nous sur les thématiques de préservation et de protection de la biodiversité. Et je sais que les acteurs de l'économie sociale et solidaire ont des propositions à faire en la matière. Donc voilà, je pense qu'il y a une innovation particulière qui est chez ces acteurs sur lesquels on a besoin de compter. Et un travail fort entre le monde de l'entreprise et le monde associatif, comme cela a été prouvé justement récemment à l'occasion du congrès de la nature. On a pu voir quelques beaux exemples. Alors des exemples justement, Eric, deuxième intervention, peut-être pour citer quelques projets de la mairie qui correspondent bien à ces ambitions-là. Hein. Tout à l'heure, Madame Grégoire a cité certains lieux qui deviennent très emblématiques à Marseille en matière donc d'économie sociale et solidaire, mais vous avez aussi beaucoup de projets dans vos cartons. Oui, que j'ai oublié de citer d'ailleurs, parce qu'au-delà de ces entreprises, il y a aussi, et c'est, je dirais, l'histoire de Marseille, 17 000 associations aujourd'hui à Marseille. Il y a une vingtaine de gros tiers-lieux qui maillent l'ensemble, je dirais, du territoire marseillais. Vous citiez l'épopée, il y en a d'autres dans le secteur des nouvelles solidarités, dans le domaine de l'industrie participative, dans le domaine de l'agriculture urbaine. Il y a donc un terreau extraordinaire dans cette ville, un
terreau d'expérimentation, d'innovation, d'emploi, de formation et d'inclusion. Le cloître, par exemple, qui fait un Et forum le innovation cloître, et partage la mais si je les cite tous, je peux pas les on citer. peut pas tous les citer. Voilà. Comment la ville de Marseille peut s'insérer en fait dans ce dispositif? Comment elle peut être partenaire de cette maison? Je le disais, il faut être humble et il faut chercher, je dirais, à un peu upgrader quantitativement et qualitativement sa qualité à développer des politiques publiques d'inclusion, de transformation sociale, écologique. Je citerai deux choses. La ville de Marseille, elle peut être acteur dans ses marchés publics. Donc notre capacité aujourd'hui à mettre des clauses sociales, environnementales, elle est importante, mais elle n'est pas suffisante aujourd'hui. Et puis il y a sûrement un travail à faire aussi, je dirais, en matière d'évaluation et peut-être aussi quantitativement dans augmenter, je dirais, le pourcentage dans la qualification en fait des marchés. Deuxièmement, c'est peut-être aussi l'allotissement. C'est aujourd'hui faire en sorte que ces marchés publics ne soient pas simplement dédiés à des grandes entreprises, mais que la capacité aujourd'hui d'entreprises de l'économie sociale et solidaire à s'allier sur des grands marchés publics, et il y a de grands projets. Enfin, le projet, par exemple, de réhabilitation des écoles, 1 milliard d'euros. Aujourd'hui, pour des grandes entreprises, certes, c'est des marchés atteignables, mais pour des entreprises ETI, PMI, économie sociale et solidaire, c'est des marchés qui sont aujourd'hui inaccessibles. Allotir les marchés publics, là, la ville de Marseille, elle a un rôle moteur là-dedans. Et puis, il y a le rôle de la ville de Marseille qui peut être, je dirais, de facilitateur, d'accompagnateur. Deux exemples, par exemple. De deux projets que nous portons. Le premier avec mon collègue adjoint à l'économie, Laurent Lardit, c'est la conférence territoriale permanente de l'emploi. On est là à la fin des candidatures à l'AMO que nous avons lancées. Comment, en dehors des grandes politiques publiques de l'État sur l'emploi, trouver des marges de manœuvre en termes d'innovation sur les publics les plus exclus de l'emploi, notamment sur l'emploi des jeunes, en essayant de travailler sur 4 ou 5 pistes d'innovation parallèlement et complémentairement aux politiques publiques de l'État. Et le deuxième exemple, rapidement, c'est un projet que Madame la députée Cathy Racambouzon connaît bien, puisqu'elle porte un projet de loi sur les alliances inédites et qu'elle connaît bien le projet que nous portons. C'est le projet de Marseille innove par les alliances. Comment aujourd'hui coproduire de l'action publique avec des acteurs aussi différents que les entreprises du secteur traditionnel, entreprises de l'ESS, associations, collectifs citoyens. Comment aujourd'hui accompagner des projets d'intérêt général qui, dans des secteurs aussi différents que le logement, l'éducation populaire, la transition écologique, l'éducation, l'inclusion, etc. Comment travailler ensemble et de manière efficace. Voilà deux projets. Vous parlez de décloisonner juste sur cette conférence territoriale de l'emploi. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui d'associer au-delà même des entreprises du secteur traditionnel, des entreprises de l'ESS, des entreprises de l'insertion, décloisonner pour arriver, je dirais, à travailler ensemble. C'est aussi l'université, mais c'est aussi l'État, c'est aussi les collectivités territoriales, tous les acteurs aujourd'hui dans cette capacité donc à dynamiser et surtout à travailler en cohérence. Voilà, donc en fait, Éric Sémergent, il sera bienvenu aussi dans cette maison, hein, président. Voilà, avec. Voilà. Bon, c'est le moment des conclusions. Je vais vous laisser peut-être 2 minutes, président, et puis on laissera Madame le ministre conclure si vous voulez bien. Oui, on va laisser la conclusion à la ministre, et c'est bien normal. Deux choses. Je vais prendre ma casquette Cress. 2022, pour nous, c'est très important parce que il faut qu'on développe cette chambre, il faut qu'on passe un palier. On a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui sont en adhésion directe. Elles sont en attente et elles attendent des services beaucoup plus importants de notre chambre. Donc là, c'est un gros chantier pour la chambre. Et puis, je l'ai dit, la maison de l'ESS, elle verra le jour. Vous reviendrez pour la voir. Vous reviendrez toutes et tous pour son inauguration, parce que nous allons la faire dans cette région. Olivier Grégoire. Je vais essayer d'être aussi concise que Denis Philippe. D'abord saluer l'engagement, je dirais, de l'ensemble des acteurs et des acteurs locaux.
l'économie sociale et solidaire est un oasis. Ça n'est pas le cas sur tous les champs ministériels. J'ai énormément de chance, et je la mesure, d'entendre et de partager des échanges avec vous. C'est, pour ma part, j'ai le sentiment que c'est l'un des rares espaces de politique publique, aussi bien locale que nationale, sur lesquels on se serre les coudes, on bosse ensemble, plus ou moins bien, mais on travaille ensemble dans de nombreux territoires, au service des acteurs, et peu importe nos AOC politiques. Et ça, je le dis parce que je pense que c'est assez rare pour être souligné, et que ce sont aussi les acteurs de l'économie sociale et solidaire, bien sûr qu'ils le méritent, mais qui nous l'inspirent. Que ce soit au niveau de la mairie, que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau de l'agglomération, de la communauté de communes, que ce soit au niveau du département et bien entendu de l'État. Et ici, c'est quand même très exemplaire. Et je vous en remercie très sincèrement au nom du gouvernement. On a avancé ensemble, notamment pendant la crise. Exemple, le fonds Essor, vous n'avez rien attendu de l'État, vous l'avez déroulé, mis en place. L'État a aligné en plus le fonds d'urgence ESS. Voilà. Ben, c'est ce que j'attends, moi, de l'ESS à partir de 2022, demain et après-demain. Je crois que le mot de conclusion, pour ma part, ne sera pas un acronyme, c'est un mot un peu médical, mais ça va changer. Et c'est un clin d'œil au docteur Muselier, dont je sais qu'il aurait aimé être à nos côtés et dont je sais l'importance depuis des années qu'il accorde à l'économie sociale. C'est le mot de synapse ou de synergie dans le champ économique. Ce que vous venez de dire au niveau de la municipalité sur l'innovation sociale au service des publics éloignés de l'emploi, c'est ce que j'essaye de porter, et on doit se retrouver avec les contrats à impact sociaux. Moi, j'ai fait en sorte, par exemple, qu'on n'a pas le temps d'en parler là, mais sur si ça vous intéresse, vous tapez contrat à impact social, vous verrez ce que c'est. Je vous rassure, j'ai rien inventé, j'ai juste fait en sorte que ça fonctionne. On a mis 50 millions d'euros en moins d'un an dessus, et les collectivités peuvent candidater à des contrats à impact. C'est ce que je nous souhaite, en conclusion. Vous n'attendez rien, ou en réalité, c'est ma façon de dire que vous prenez l'initiative, et sincèrement, je vous en remercie. Je le répète, et je m'en excuse, Denis, mais si ça pouvait être le cas dans toutes les régions de France avec la même réactivité, la même agilité, je pense que les acteurs de l'ESS iraient mieux. Il y a une diagonale du vide. Hugues Sibyl n'est pas là avec nous, mais je pense au labo de l'ESS. On a fait un énorme travail sur les pôles territoriaux de coopération économique. Il y a une diagonale du vide en France sur l'ESS. Évidemment, Marseille n'est pas dedans. Mais il y a des coins entiers où les acteurs souffrent et où ils mériteraient bien d'avoir à la région, à la mairie et à la CRES des gens comme vous. Et je le dis très sincèrement. Maintenant, tout l'enjeu, et c'est valable pour l'État en priorité, c'est qu'on converge, et surtout qu'on n'invente pas des dispositifs qui marchent en millefeuille et en parallèle, mais qui convergent et qui, comme une synapse, se retrouvent à un moment et peuvent converger dans l'intérêt des acteurs de l'ESS. Le fait, par exemple, que j'ai tenu à ce que les collectivités locales, les municipalités ou les régions puissent candidater à des pôles territoriaux de coopération économique ou à des contrats à impact sociaux me semble un premier signal, bien sûr, à amplifier. Mais vous portez, et surtout, plutôt que vous parlez, vous faites une économie sociale et solidaire avec beaucoup de réactivité. Cette maison en est le symbole. Et évidemment, il suffira de m'appeler une seule fois pour que je revienne, à l'excepté d'un mois ou deux où ça va être un peu short, mais ça tombe bien, ce sera aux alentours de Noël. Mais dès la fin janvier 22, c'est pas 3 heures de train vers le soleil et vers une ESS aussi agile et active, qui m'empêcheront de venir. Voilà. En tout cas, vraiment bravo aux acteurs qui soutiennent les acteurs de l'ESS, parce que cette région est assez exemplaire. Merci beaucoup. Merci, madame. Eh bien, écoutez, cette réunion est maintenant terminée. Alors, je crois qu'on peut applaudir, puisqu'on avait la chance d'être à la fois dans une réunion hybride et dans une réunion avec 350 personnes que nous remercions. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir suivi nos échanges. Des remerciements aussi pour Cityscope qui a réalisé cette émission, pour Transmassilia, pour la table de Cana. Toute structure de l'économie sociale et solidaire, et je dirais que moi aussi j'ai été fier d'animer cette réunion au titre d'un média de l'économie sociale et solidaire. C'est gentil, mais c'était pas pour ça, voilà.
Et en tout cas, on aura certainement d'autres occasions, puisque vous voyez, cette maison se prête aussi à des réalisations techniques assez poussées. Donc, merci beaucoup de votre gentillesse d'être resté avec nous. Merci aux personnes qui sont là et avec qui on va poursuivre un petit peu la soirée. Et en tout cas, à très bientôt. Je pense que vous pouvez aussi retrouver, parce que ça doit être enregistré, cette émission, et en parler à des amis qui connaissent mal l'ESS. C'est l'occasion peut-être de leur dire d'aller faire un tour sur les différents sites qui relaieront cette émission de ce soir. Merci, à bientôt.